10 000 abonnés, c'est quelque chose. Je suis tellement fier de toi, car tu es parti de nulle part et tu es arrivé nulle part. Tu vois ça? Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve enfin pour fêter le cap des 10K avec une énorme vidéo. Une vidéo qui m'a pris énormément de temps d'écriture, d'enregistrement, de montage et tout le tralala. Mais je tenais vraiment à réaliser une vidéo à la hauteur de votre immense soutien constant. Vous avez pas idée à quel point un simple commentaire, un petit like, un partage peuvent influer positivement sur la motivation d'un vidéaste ou d'un créateur de contenu plus généralement. Et voilà, je tiens une fois de plus à vous remercier car c'est avant tout grâce à vous si j'ai pu réunir 10 000 personnes sur cette chaîne. Pour certains c'est peu, pour certains c'est pas assez. Mais dites-vous, 10 000 personnes devant vous, vous imaginez pas ce que ça fait, c'est un truc de fou. Donc pour fêter ça, quoi de plus normal que de vous proposer une vidéo spécialement consacrée au Shonen Jump, qui est, voilà, on va pas se le cacher, qui est devenu le concept phare de ma chaîne, ainsi que ma petite exclusivité. Et je vous cache pas que bien qu'elle soit très longue, je suis hyper fier de vous proposer cette vidéo qui est en quelque sorte l'aboutissement de tout mon tas sur YouTube depuis maintenant 2 ans. Bref, trêve de blabla, je vous propose de découvrir quelles sont les 50 séries issues du Weekly Shonen Jump que je vous recommande, ou que je juge même incontournables pour certains, et il y en a un paquet. Pour éviter que cela soit trop long, je m'en contenterai d'une mini présentation, donc c'est-à-dire un synopsis, une poignée de raisons de vous intéresser à la série en question, et voilà. Donc installe-toi confortablement parce que c'est parti. World Trigger est un manga de Daisuke Ashihara, actuellement encore avec 20 tomes parus au Japon contre 18 en France aux éditions Kazé. Je me devais de commencer par celui-là car il a récemment effectué son grand retour après quasiment 2 ans de pause, voilà ça fait plaisir. Voici un petit synopsis. Dans la ville de Mikado, un portail ouvert sur une dimension parallèle laisse introduire de dangereuses créatures surnommées les Neighbors. Engagés pour protéger les habitants, les membres de l'organisation de défense Border les repoussent à l'aide de mystérieuses armes surpuissantes appelées Triggers. C'est alors que Osamu Mikumo, un collégien membre de cette organisation, rencontre Yuma Kuga, un étrange nouvel élève qui va bientôt prendre sous son aile. Ce qu'il ignore, c'est que son protégé est originaire de la dimension parallèle et qu'il manie son trigger mieux que quiconque. World Trigger nous plonge dans un univers de science-fiction où de jeunes soldats doivent affronter une menace extraterrestre en faisant briller leur intelligence et leur esprit d'équipe. Bien qu'il s'agisse d'une histoire classique dans le fond, World Trigger se démarque par ses combats stratégiques, ses équipements et techniques de combat innovantes et propres au manga, aventure, action, stratégie, combat épique. Il s'agit clairement pour moi d'un des mangas incontournables du moment. Il possède également un anime réalisé par la Toei et disponible sur Crunchyroll, que je ne vous recommande pas spécialement sauf si vous avez déjà lu le manga, sinon lisez World Trigger. Un peu de furieux avec Rakai Blues de Masanori Morita, publié de 1988 à 1997, pour un total de 42 tomes édités par J'ai lu il fut un temps, mais hélas depuis on est dans l'attente d'une réédition digne de ce nom. Cette série culte n'a malheureusement jamais eu la chance de bénéficier d'un véritable anime, si ce n'est de petits OAV. Voilà de quoi ça cause. Taizon Maeda est un premier au lycée Taiken. Question bagarre il assure, mais pour ce qui est d'avoir de bonnes notes, il n'en est rien. Son rêve est de devenir champion du monde de boxe, alors quand la tension monte, il est toujours au rendez-vous car ce qu'il aime avant tout, c'est le combat de rue. Il est extrêmement charismatique, entièrement stupide, mais dispose d'un sens de l'honneur et du respect hors du commun. Mais derrière cette apparence grotesque et brusque, se cache un personnage sensible et attachant. Un manga que j'ai un peu tardé à lire, mais c'est là que je me dis que l'univers du manga est vraiment fascinant mais surtout vaste. Il y aura toujours de nouvelles œuvres pour me mettre une claque et cette fois-ci, place à de l'old school. Entre humour déjanté, un univers furieux mélangeant racaille, voyous, gang, action et surtout baston, Rakai Blues est une référence en la matière. Le point le plus intéressant à mes yeux reste ces personnages qui, en plus d'être attachants, ont une grosse aura bien vénère, des vrais bonhommes qui nous apportent un réel propos social, soulevant ainsi des thématiques à la fois matures, mais sans s'éloigner de l'humour si propre à la série. J'ai grandement apprécié l'intensité qui ne cesse de monter en puissance tout au long de l'histoire, j'en ferai très certainement une autocritique dans les prochains mois, car ce classique mérite amplement que l'on focalise toute notre attention sur lui. Aishil 21 est un manga de sport scénarisé par Eiichiro Inagaki et dessiné par le grand Yusuke Murata. Il a effectué ses débuts en 2002 avant d'être compilé en 2009 avec 37 volumes que vous pouvez retrouver aux éditions Glénat, un anime de 145 épisodes réalisé par le studio Gallo et également disponible sur ADN. Synopsis. Senna est un jeune homme frêle et craintif. À force de jouer les larbins pour les autres, il a acquis une vitesse de course phénoménale. Un jour, Hiruma le démoniaque quarterback qui est capitaine de l'équipe de football américain de l'école témoigne de l'agilité et de la rapidité incroyable de Senna lorsqu'il s'est enfui devant quelques délinquants. Hiruma a l'intention de faire de Senna le running back de son équipe, The Devil Bat, en espérant que cela augmentera la chance de son équipe de remporter des matchs.
Il engage alors Senna comme secrétaire d'équipe, lui donnant un casque avec une visière et le surnom d'Aishid 21 pour cacher son identité. Les Devil Bats tenteront de se rendre au Christmas Bowl, un tournoi annuel auquel participeront les meilleures équipes de football du Japon. Seront-ils capables de gagner le Christmas Bowl? Parce qu'il fallait bien que j'aborde des mangas de sport pour une vidéo bien complète, je me devais de mettre en lumière Aishid 21. Il s'agit tout simplement de l'un de mes mangas de sport favoris, bien qu'il soit centré sur une discipline qui ne m'intéresse mais pas spécialement de base, le football américain. Et c'est là qu'on reconnaît un excellent manga de sport. Je vous assure que c'est tout simplement énormissime. Des dessins à couper le souffle, des personnages hauts en couleur, des matchs spectaculaires, une bonne dose d'humour, c'est dynamique et divertissant, et pour faire simple, les valeurs du sport alliant fraternité, amitié, compétition, cohésion, rêve et passion n'ont rarement été aussi parfaitement abordées. Toriko est un neketsu signé Mitsutoshi Shimabukuro qui a débuté en 2008 avant de se compiler en 2016 pour un total de 43 volumes que vous pouvez retrouver chez Kazé. Il a malheureusement pour lui été adapté en anime par la Toei, vous connaissez la suite. Ouais, je porte pas vraiment ce studio dans mon cœur. Bref, passons au résumé. Dans un monde où la gastronomie règne sans partage, les plus grands restaurants rivalisent d'ingéniosité pour offrir les menus les plus succulents. Mais les meilleurs ingrédients sont souvent rarissimes et très risqués à obtenir. Chargé de mettre la main sur de la viande de Galalagator, le chef cuisinier Komatsu fait la rencontre de la crème des chasseurs de denrées rares, l'herculéen Toriko. Commence alors pour eux une périlleuse quête à travers une flore pleine de mystères et peuplée d'un bestiaire aussi farfelu que dangereux. Toriko fait clairement partie des mangas les plus incontournables issus du Shonen Jump qu'il m'était donné de lire. Paru dans une période où tout avait été fait et refait dans le genre Neketsu, cela n'a pas empêché ce dernier d'ajouter sa pierre à l'édifice. L'histoire nous plonge dans un univers totalement riche, coloré et ô combien original. Dans Toriko, ça se met sur la gueule pour une putain de tranche de salami, c'est débile, mais c'est tellement génial. Si vous recherchez un Neketsu qui sort du lot, je vous le recommande fortement. Sinon, bah vous passerez tout simplement à côté de planches somptueuses, de combats Dragon Ballesques et d'une aventure intense rappelant celle des Mugiwara dans l'arcade du One Piece. Ouais, pas besoin d'en dire plus, je sais que je te l'ai déjà vendu. Suis-je obligé de te présenter Naruto? Bon allez, mais c'est bien pour faire plaisir aux fans vu que j'en parle pas souvent sur la chaîne. Naruto, c'est 72 tomes de Masashi Kishimoto, paru entre 1999 et 2015, et disponible aux éditions Kana. Son anime et ses nombreux films sont quant à eux disponibles sur ADN. Synopsis de la nostalgie. Il y a de cela 12 ans, Kyuubi, un démon ayant la forme d'un renard à 9 queues, entreprit la destruction du village de Konoha, mais le 4ème Hokage neutralisa ce démon en le scellant dans le corps d'un nouveau-né, Naruto Uzumaki. Le 4ème Hokage se sacrifia ainsi pour sauver le village de Konoha. L'histoire commence alors pendant l'adolescence de Naruto, vers ses 12 ans. Orphelin, éternel cancre et grand farceur, il fait toutes les bêtises possibles pour se faire remarquer. Son rêve, devenir Hokage, afin d'être reconnu par les habitants de son village. En effet, le démon scellé en lui a attisé la crainte et le mépris des autres villageois, qui, avec le temps, ne font plus de différence entre le Kyuubi et Naruto. Malgré cela, Naruto s'entraîne dur pour devenir un grand ninja. Franchement, si tu n'as pas encore lu ce classique, fonce parce que, malgré sa fin bâclée, je garde un très bon souvenir de Naruto. Le gros point fort de ce manga restera ses thèmes abordés assez matures à mes yeux, l'exclusion, la solitude, le harcèlement. Avec ça, on s'attache très vite à Naruto et son ascension tout au long de l'histoire est vraiment sublime, franchement. Il y a tout un tas de bons personnages à aborder, mais celui qui nous revient constamment en tête, c'est Naruto. Un véritable exemple, le type on l'a constamment rejeté et roulé dans la merde, mais il a toujours gardé le sourire et la force d'aller de l'avant pour réaliser son rêve. Bref, je pourrais aborder les combats fantastiques ou encore l'univers de ninja bien stylé, mais je vais m'arrêter là afin d'éviter de m'étaler pendant 15 minutes. Lisez Naruto, l'anime est aussi très cool, si on zappe voilà, les épisodes hors série, mais c'est une valeur sûre. Enigma est un survival game signé Sakaki Kenji qui a débuté en 2010 avant de se compiler en 2012 pour un total de 7 tomes qui ne sont malheureusement plus commercialisés par Kazé. Aucun anime à vous mettre sous la dent non plus, mais les volumes se trouvent assez facilement d'occasion, ne vous en faites pas. On passe au résumé. Aiba Sumio est un lycéen doté d'un pouvoir étrange. En s'endormant soudainement, il arrive à avoir des prémonitions qu'il écrit inconsciemment dans un journal appelé Dream Diary. Sumio se sert de ce pouvoir pour aider les gens en détresse jusqu'au jour où sa mère disparaît juste devant ses yeux, alors qu'il avait été prévenu par le Dream Diary. Sumio s'en veut beaucoup mais il n'a pas le temps de s'en remettre, le lendemain il se retrouve piégé dans son lycée avec 6 autres personnes. Ils ont été enfermés par Enigma, un être dont on ignore le visage mais qui se représente comme un crâne dont la mâchoire inférieure a été inversée. Sumio et ses camarades devront s'échapper de l'e-test concocté par Enigma en seulement 72 heures. S'ils y parviennent, leurs vœux à tous seront exaucés. Sumio désire ardemment réussir pour retrouver sa mère disparue. Enigma est sans aucun conteste mon survival game préféré, bien qu'il s'agisse d'une série qui n'a que très peu fait parler d'elle au final, malgré le fait que, voilà, elle possède d'énormes qualités. C'est court, efficace, cohérent, dynamique, bien que classique, les personnages sont plutôt cool aussi, et surtout les énigmes sont assez innovantes également. On est rapidement mis dans le contexte, l'intrigue est prenante, les phases d'action et de réflexion sont également bien dosées.
Et je rajouterai que contrairement à beaucoup de survival games, il ne s'agit pas de faire un survival game pour en faire un. Là, on a un contexte précis et cohérent, la fin elle est tout autant. Dès le départ, même si on n'a pas tous les fils pour savoir où l'histoire va nous mener concrètement, puisque ouais, faut bien du mystère quand même, tout se connecte parfaitement à la fin, donc cela nous offre un survival game plus que réussi à mes yeux. Kuroko no Basket est un manga de sport de Tadatoshi Fujimaki qui a effectué ses débuts en 2009 avant d'être compilé en 2014 avec 30 volumes que vous pouvez retrouver du côté de Kazé. Un excellent anime de 3 saisons de 25 épisodes réalisé par Production IG est également disponible sur ADN. Synopsis. La Génération Miracle, la fameuse équipe du collège Teiku composée de 5 génies. Cependant, une légende raconte qu'un 6ème membre fantôme aurait fait partie de cette équipe, un membre que les 5 autres respectaient et considéraient comme leur supérieur. C'est la rentrée des classes au lycée Senrin et le club de basket compte désormais dans ses rangs Taiga Kagami, un joueur impulsif et prometteur revenu d'Amérique, qui rêve d'écraser la Génération Miracle et de devenir le numéro 1 du Japon, et Kuroko Tetsuya, garçon très effacé que personne ne remarque et peu doué pour le basket. Ce dernier aurait pourtant fait partie de la fameuse Génération Miracle, à la grande surprise de tout le monde. Très vite Kuroko s'intéressera à Kagami et décidera de l'aider à devenir le meilleur du Japon. Encore un excellent manga de sport centré sur le basketball cette fois-ci. Bien que je n'ai jamais réussi à accrocher à l'humour de ce manga, un critère que je juge très important dans un manga de sport, j'ai tout de même grandement apprécié Kuroko no Basket. Tout d'abord, je salue le choix de l'auteur de s'être arrêté au bon moment et de ne pas s'être laissé influencer par les éditeurs, puisque le manga a quand même pris fin au sommet de son art, donc ça c'est fort. Cela a permis de nous offrir un super manga de sport où les matchs de basket n'ont jamais été aussi spectaculaires. Si vous recherchez du réalisme, je vous conseille plutôt Slam Dunk. Dans KNB, on tape plus dans le cas de Tsubasa, c'est-à-dire où chacun des personnages semble avoir un pouvoir tant leurs capacités sont extraordinaires. Autre point grandement positif, les personnages sont dans l'ensemble très bons, notamment la Génération Miracle où chacun des membres excelle dans un domaine en particulier, la technique, les tirs de loin, la vision de jeu, la défense, etc. Alors je vous dis pas que suivre des protagonistes ambitieux avec une nouvelle équipe qui s'apprête à faire face à ces monstres, chacun capitaine de leurs nouvelles équipes, c'est juste énorme et pleinement divertissant. Les deux supports sont sympas, mais j'ai une petite préférence pour l'anime cette fois-ci. Assassination Classroom est une comédie signée Yusei Matsui qui a débuté en 2012 avant de se conclure en 2016 pour un total de 21 opus disponibles aux éditions Kana. Un superbe anime sur lequel mon avis va reposer vous attend sur ADN. Instant résumé. Au lycée Kunigaoka se trouve la classe 3E. Exclus dans les montagnes pour étudier et surtout pour assassiner leur professeur, Koro-sensei. En effet, cette étrange créature ressemblant à un smiley avec des tentacules a réussi à trouver la lune, jusqu'à ce que celle-ci en devienne un croissant. Il posa alors ses conditions au gouvernement, devenir le professeur de la classe 3E, cependant si d'ici une année chacun de ses élèves ne parvient pas à le tuer, la Terre connaîtra le même sort que celui de la Lune. Mais si une personne y arrive, elle recevra la somme astronomique de 10 milliards de yens. Et c'est ainsi que ce groupe d'élèves va apprendre l'art de tuer de différentes manières, mais aussi commencer à s'attacher à ce drôle de professeur. Alors pourquoi je vous conseille l'anime plutôt que le manga? À vrai dire, je ne sais pas vraiment. Je dirais qu'il a tout simplement réussi à m'immerger plus facilement dans l'univers si atypique d'Assassination Classroom. L'animation est très classe, la fin est d'une sublimité sublimement sublime. Vraiment, je m'attendais pas à une telle fin. Bon, le but n'est pas de spoiler, mais bien que l'auteur se soit tiré une balle dans le pied dès le départ avec son concept de classe d'assassinat dont la cible ultime n'est autre que le professeur, voilà, le professeur qui leur enseigne justement l'art de tuer, je trouve que Matsui s'en est sorti à merveille. Les tentatives d'assassinat sont assez fun, Koro-sensei nous rend très vite accro à l'anime, ce qui fait que le tout s'enchaîne facilement. En revanche, niveau humour, je m'y suis moins retrouvé on va dire, pour être honnête, mais enfin bon, la fin est tellement belle que j'estime que cet anime vaut pleinement le détour. On passe au cultissimo Kutonoken de Tetsuo Hara. Il a été prépublié entre 1983 et 1988 avant de se compiler en un total de 27 volumes, tandis qu'en France, Kazé a mis à notre disposition une sublime édition de luxe de 14 tomes. Un anime réalisé par la Toei a également vu le jour à la fin des années 80, mais personnellement je préfère le manga. Bref, synopsis. L'histoire se déroule sur une terre ravagée par la guerre nucléaire qui a eu pour conséquence l'assèchement des mers et des océans pour ne plus laisser qu'une vaste étendue désertique où la violence règne en maître. C'est dans ce monde de mort, de sang et de larmes que se trouve le dernier espoir de l'humanité. Messie du monde post-apocalyptique au torse orné de 7 cicatrices, Kenshiro erre à la recherche de sa bien-aimée. Il découvrira bientôt que nul n'échappe au destin du Hokuto Shinken, art martial meurtrier dont il est l'ultime héritier. La légende de la longue épopée du sauveur de cette fin de siècle ne fait que commencer. Un monde apocalyptique, un protagoniste qui a littéralement inventé le mot charisme, des antagonistes qui sont dotés d'une classe sans pareil, des combats monumentaux sublimés par les arts martiaux, et une intrigue prenante, le tout avec des dessins un peu old school mais si beaux. Bref, c'est Hokuto no Ken, c'est un incontournable, un classique, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Bakuman est un manga tranche de vie et school life du célèbre duo Takeshi Obata et Tsugumi Oba, l'un étant au dessin tandis que le second au scénario. Il a débuté en 2009 avant de se compiler en 2012 pour un total de 20 opus disponibles aux éditions Kana. L'intégralité de la série animée est disponible sur ADN.
Synopsis. C'est l'histoire de deux garçons poursuivant un même rêve, devenir mangaka. Mori Takamashiro est un dessinateur amateur pétri de talent. Il va s'associer avec Akito Takagi, l'élève le plus intelligent de la classe, afin de réaliser un manga dont il serait le scénariste, et Mashiro le dessinateur. Ce dernier étant fou amoureux d'une fille nommée Azuki aspirant à devenir quant à elle Seiyu, ils se promettent de se marier ensemble s'ils parviennent à réaliser leurs rêves respectifs, en gardant seulement contact par mail d'ici là. Mashiro et Takagi se lancent alors dans la folle aventure de créer un manga à succès, sous le pseudonyme de Hashirogi Muto. Je considère également Bakuman comme étant un incontournable de la culture manga et anime. D'une part car il aborde directement l'envers du décor de l'industrie du manga, mais il permet aussi aux plus jeunes ou aux récents lecteurs de manga de mieux comprendre son fonctionnement et son univers. Après bien sûr cela reste avant tout une fiction, cela ne reflète pas totalement la réalité, pour ça je t'invite à aller voir ma vidéo Le Jump pour les nuls, où je prends le temps d'aborder le sujet en long et en large, enfin bref. Outre les personnages attachants, les belles romances, le rêve périlleux des protagonistes qui se tissent pas à pas, Bakuman est une véritable bouffée d'air frais par son thème de base dans le sillage manga. Ça peut paraître inintéressant, mais je peux t'assurer que si t'es fan de manga ou que tu veux t'y intéresser, tu ne peux pas passer à côté, c'est pas possible, aussi bien le manga que l'anime. The Promised Neverland est un manga scénarisé par Kayu Shirai et dessiné par Demiso Pozuka. Il a débuté en 2016 et est donc toujours en cours de publication avec 14 tomes parus au Japon, contre 7 en France aux éditions Kazé. Un anime réalisé par le studio Cloverworks est également disponible sur Wakanim. Voici un petit synopsis. Emma Norman et Ray coulent des jours radieux et heureux à l'orphelinat de Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent et vivent sous la tutelle de Isabella, qu'ils considèrent comme leur véritable mère puisqu'elle les élève avec plein de tendresse depuis qu'ils sont tout petits. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. Et oui, je te recommande forcément le manga et l'anime, celui qui cartonne comme jamais au Japon, mais aussi en France. Enfin bref, on va la faire court. The Promised Neverland est tout simplement un énorme vent de fraîcheur dans le Shonen Jump, s'éloignant des standards habituels du magazine, tout en parvenant à garder l'essence même et digne des plus grands classiques issus de ce dernier. Voilà, c'est quelque chose de fort je trouve. Une ambiance insoutenable, des coups de pression terribles, la réflexion avant l'action, un style de dessin atypique mais tout bonnement classe, le tout avec un suspense maîtrisé à la perfection et surtout, Isabella. Je place peu d'antagonistes au-dessus d'elle, je vous le dis. Dragon Quest La Quête de Dai est l'adaptation manga du jeu vidéo Dragon Quest, scénarisé par Riku Sanjo et dessiné par Koji Inada sous la supervision de Yuji Horii. Il a été prépublié entre 1989 et 1996 pour un total de 37 volumes parus dans un premier temps aux éditions J'ai lu, puis Tonka. Un anime composé de 46 épisodes réalisés par la Toei est également disponible, même si là on va causer du manga puisque je n'ai pas vu la série animée. Synopsis. Depuis la fin de la guerre contre le roi du mal, les monstres vivent en harmonie sur l'île de Deremurin. Seul humain parmi eux, Dai, un jeune orphelin, rêve de devenir un grand héros, tandis que son grand-père le destine à la guerrière dommage. Pourtant un jour tout bascule, les monstres semblent devenir fous, les cieux s'assombrissent. Autant de signes qui ne trompent pas, le roi du mal serait-il de retour? Alors Dragon Quest fait partie de mes récentes lectures sur lesquelles j'ai dû me pencher pour réaliser cette vidéo, et je peux vous dire que cela m'a bien plu. Si vous êtes fan de la saga de jeux vidéo ou que vous souhaitez vous y intéresser, je vous le recommande. Dragon Quest mérite bien son titre de classique, alliant aventure, action, magie, le tout saupoudré d'un air neketsuesque à l'ancienne, mettant en scène des personnages vraiment attachants. Il mérite amplement qu'on lui accorde toute notre attention. On continue avec de la nostalgie avec le manga Captain Tsubasa de Yoichi Takahashi. Ce manga de sport centré sur le football a effectué ses débuts en 1981, avant d'être compilé en 1989 avec 37 volumes que vous pourrez retrouver aujourd'hui aux éditions Glénat. Je vous épargne la présentation de son premier anime, très connu sous le nom de Olive & Tom. Voilà, par chez nous on le connaît tous. En revanche, on va s'intéresser à la récente nouvelle adaptation du studio David Productions. La série est disponible sur ADN. Synopsis. Captain Tsubasa nous raconte l'histoire d'un jeune garçon passionné de foot, nommé Tsubasa Ozora. Il emménagera avec sa mère dans la ville de Nankatsu où son père est peu présent suite à ses activités marines, et un jour il fait la rencontre d'une ancienne gloire du football brésilien, un certain Roberto Cedinho, et cette rencontre va changer la vie de Tsubasa à tout jamais. Ce dernier ira jouer dans le club du SC Nankatsu, il y rencontrera de nouveaux amis et effectuera ses grands débuts face à l'équipe du redoutable gardien du club, Shutetsu, Genzo Wakabayashi. L'ascension de Tsubasa vers le niveau professionnel et la coupe du monde qu'il rêve de soulever ne fait que commencer. Alors pour être honnête, je gardais très peu de souvenirs de l'anime d'Olive & Tom, hormis les scènes les plus cultes, mais le récent remake de David Productions n'est qu'un pur régal. Captain Tsubasa, c'est pas seulement que de la nostalgie, c'est aussi une très bonne série qui respire la bonne humeur. Que tu aimes le foot ou non, peu importe, l'auteur parvient à rendre la moindre action anodine spectaculaire. Que ce soit les frappes surpuissantes qui trouent les filets, les têtes glissées sur 850 mètres et j'en passe, c'est débilement cool, tout simplement. Les personnages sont super attachants, les matchs marquants, et le tout est sublimé par une bande son mythique.
Une série parfaite aussi bien pour les amoureux ou les amateurs du genre sportif. On revient sur du plus récent avec le gag manga Shishunki Renaissance David Kun de Yushin Kuroki, qui a malheureusement été poussé par la sortie très récemment du Jump. Pas d'anime à se mettre sous la dent, nous allons donc nous intéresser au manga. On suit les aventures des élèves du lycée du Louvre, où chacun des personnages représente une œuvre d'art. Une comédie 100% déjantée, remplie de références à divers mangas, où l'on va s'intéresser à David Kun, fou amoureux de la belle Vénus. Alors là on tape dans la pure comédie, le pur gag manga dont le niveau intellectuel est très certainement négatif. J'ai longtemps hésité avant de l'intégrer à ma sélection, mais honnêtement, on ne peut que passer un bon moment en lisant ce manga. L'humour est loin de réinventer le genre, c'est de l'humour traditionnel japonais, alliant des blagues pipi caca aussi bien premier que second degré, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est les nombreuses références disséminées ça et là à travers les chapitres. T'es là, tu lis tranquille une petite histoire toujours aussi farfelue de David Kun, et d'un coup tu sais pas comment mais il te sort un smash à la Midoriya. Voilà, c'est débile mais j'adore. La façon dont l'auteur s'approprie cet univers est vraiment kiffante. Voilà, c'est très con comme manga, mais moi ça me fait marrer. Stealth Symphony est un manga scénarisé par Narita Ryogo et dessiné par Amano Yoichi qui a été prépublié en 2014 et a pris fin la même année après 20 chapitres et 3 petits volumes. Jimbosho est une grande ville où différentes espèces cohabitent ensemble à la façon des êtres humains. C'est là que Jig, un jeune garçon, souhaite se rendre pour trouver quelqu'un qui pourra remédier à son sort. En effet, lorsqu'il était enfant, Jig était gravement malade. Il ne doit sa guérison qu'à un directeur d'orphelinat qui lui a offert un système d'aile en métal dans lequel se trouve l'esprit d'un sorcier maléfique. Tout cela greffé sur son dos. Ce système le protège de toute attaque et les renvoie même avec 2 fois plus de puissance à leur source d'origine, ce qui lui a valu d'être exclu de la société humaine. Jig arrivera-t-il à retrouver la personne qu'il cherche au sein de Jimbosho, malgré l'extravagance des lieux et des personnes, ou trouvera-t-il un moyen d'utiliser convenablement son mécanisme? Bon, qu'on soit clair, Stealth Symphony restera toujours l'un ou mon plus gros regret dans le monde du manga, et à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas digéré son arrêt prématuré. Ce manga avait tout pour plaire, un univers immense, des personnages attachants, au chara-design recherché et stylé en plus, et certains ont même de la profondeur en l'espace de seulement 3 petits tomes. Je me demande ce que ça aurait donné si les auteurs avaient eu le temps nécessaire pour les développer sur le long terme quoi. Bien que l'intrigue soit forcément précipitée sur la fin, j'ai tout de même apprécié l'œuvre dans son ensemble. Mieux encore, la fin est magnifique et très osée, à mi-chemin entre la tristesse et le regret d'avoir subi une fin si tôt. Qui plus est, le tout est sublimé par de magnifiques dessins nous offrant des doubles pages exceptionnelles et des scènes d'action à couper le souffle. Malgré son arrêt prématuré, j'estime que ce manga mérite d'être lu car il est la preuve même de la sévérité du Jump et parfois, la qualité ne garantit pas toujours la survie d'un manga. Je lui avais même réservé une vidéo, c'est dire. L'incontournable One Piece est un manga d'Eiichiro Oda qui a débuté en 1997, il est toujours en cours avec plus de 90 opus à son compteur que vous pouvez retrouver aux éditions Glénat. Un anime réalisé par la Toei est quant à lui disponible en simulcast sur ADN. Au cas où tu sortirais du coma, voilà de quoi ça cause. Oh et puis non en fait, si tu connais pas le speech de One Piece, rebarre-toi dans ton coma, c'est mieux. Plus sérieusement, One Piece est clairement mon manga préféré aux côtés du tout-puissant Ashita no Joe. C'est le manga qui m'a permis de m'intéresser en long et en large à ce merveilleux univers. Si je partage des vidéos avec vous, c'est en grande partie grâce à cette œuvre. Franchement, si tu t'y es toujours pas mis, suite à la longueur imposante de la série, je vais essayer de te faire changer d'avis sans trop m'étaler puisque cela pourrait être vite le cas en fait. En effet, l'un des principaux points positifs de ce manga est son immense univers, à la fois riche, cohérent et très complet. De ce fait, le moindre petit détail a son importance et est sujet à des centaines de débats et à des dizaines d'heures de discussion et surtout à des théories qui se font détruire en un petit détail justement, c'est ça qui est cool. One Piece est un manga qui rassemble et passionne le monde entier, un sublime mariage d'aventures, d'action, d'humour, de mystère, de personnages emblématiques et d'un background énorme, mais il s'agit surtout d'un shonen brassant des centaines de thèmes parfois durs et matures, contrairement aux apparences. C'est simple, c'est tellement riche que dans One Piece t'es obligé de retrouver ne serait-ce qu'une chose qui te plaît. Rookies est un manga de sport signé Masanori Morita. Il a effectué ses débuts en 1998 avant d'être compilé en 2003 avec 24 volumes qui ne sont malheureusement plus disponibles chez Tonkam qui a stoppé la commercialisation. Et voilà un petit synopsis. Koichi Kawato est un enseignant débordant d'idéaux. Il se bat au sens propre comme au sens figuré pour remettre ses élèves les plus turbulents sur le droit chemin. Tout d'abord raillé par une bande de voyous, il va peu à peu gagner leur confiance et les mener vers la rédemption par le sport. Baseball, code de l'honneur et baston dantesque sont les maîtres mots d'une série jubilatoire. Un véritable bijou avec une patte un peu old school combinant à la fois les bons côtés du genre furieux et sportif avec une bonne dose d'humour. Les personnages sont plus que jamais attachants, oui c'est un point que j'adore. On suit des racailles détestables comme jamais qui vont finir par se trouver une place au sein de la société via la passion du sport tout simplement. C'est plus précisément le baseball et surtout leur professeur qui n'est pas sans rappeler Onizuka qui va les remettre sur le droit chemin. Les liens qui les unissent et les efforts qu'ils font pour changer sont juste exceptionnels et vraiment touchants. Et comme c'est une vraie team de raclures, comme on les aime, ça pimente les matchs.
On poursuit avec la comédie Beelzebub de Tamura Ryohei, un shonen paru en 28 tomes entre 2009 et 2015 que vous pouvez retrouver aux éditions Kazé. Un anime d'une 60aine d'épisodes est également disponible sur ADN. Synopsis. Tatsumi Oga dit le fou furieux et la terreur d'un des lycées les plus craignos du Japon. Un jour, alors qu'il donnait une leçon de politesse à une bande de racailles imprudentes, il repêche un géant moustachu dénommé Alain Dolo, qui aussitôt se fend en deux pour laisser entrevoir un nouveau-né. Ce bébé qui se prend immédiatement d'affection pour le jeune voyou n'est autre que le fils du diable. Tatsumi va alors vite comprendre qu'il a été choisi pour l'éduquer et en faire le destructeur de l'humanité. Une petite pépite à mi-chemin entre comédie et action nous proposant un bon lot de personnages plus déjantés les uns que les autres. Le ton de la série pèse aussi bien dans le what the fuck que dans des tons beaucoup plus sérieux parfois, qui découlent souvent sur d'excellents combats. Mais s'il y a bien une chose à retenir et qui sort clairement du lot, c'est bien l'humour omniprésent, c'est sans aucun doute l'une de mes comédies préférées. On arrive au cultissime Kenshin le Vagabond de Nobuhiro Watsuki, paru entre 1994 et 1999. Compilé en un total de 28 volumes, une édition de luxe de 22 tomes nous est proposée par Glénat. Au vu de son succès, il a connu plusieurs adaptations, notamment un anime du studio Gallop, ou des spin-offs, des live-action, ou encore des films d'animation. Synopsis. Au milieu du siècle dernier, le Japon s'apprête à entrer dans l'ère Meiji, passant sans transition du Moyen-Âge à l'industrialisation. Les samouraïs n'ont plus leur place dans cette société moderne où les guerriers sont moins utiles que les commerçants. Sans emploi, n'ayant plus le droit de porter le sabre, confrontés aux fusils et aux canons, les samouraïs vont peu à peu disparaître pour entrer dans la légende. Kenshin est l'un de ces guerriers perdus. Grand maître du sabre, il est devenu un vagabond errant sur les routes du Japon. Mais son esprit chevaleresque et son courage vont faire de cet ancien mercenaire un justicier aimé et respecté. Que dire, j'ai même pas les mots pour décrire une telle série, un tel chef-d'œuvre. C'est une véritable masterclass, que ce soit les protagonistes qui sont pour la plupart très intéressants, notamment le héros de l'histoire Kenshin qui a sans doute l'un des meilleurs développements que j'ai pu voir, l'antagoniste Shishio bordel qui est tout simplement mon antagoniste favori tout manga confondu. En fait, il y a beaucoup trop de charisme dans ce manga, on est en plein air Meiji, du kimono, des sabres, des samouraïs, des combats d'anthologie, le tout dans un Japon magnifique, que vous faut-il de plus sérieux? We Never Learn est une comédie school life écrite et dessinée par Tsutsui Taishi qui a débuté en 2017 et qui est toujours en cours de publication avec 12 tomes parus au Japon contre 5 en France aux éditions Kazé. Son adaptation animée est diffusée sur Wakanim. Synopsis. Nariyuki est un élève de terminale aussi brillant que pauvre qui rêve d'obtenir une bourse pour poursuivre ses études dans l'université de son choix. La chance lui sourit lorsque le proviseur propose de la lui accorder, mais à une condition. Devenir le tuteur des deux génies du lycée, Rizu et Fumino. La tâche aurait dû être des plus faciles, mais les belles demoiselles lui réservent une surprise de taille. Alors je ne vous recommande pas un We Never Learn comme je vous recommanderais un One Piece, mais je prends tout de même du plaisir à lire ce manga. We Never Learn est clairement le manga que tu lis sans prise de tête, entre pédagogie, tranche de vie, romance et une belle panoplie de personnages. Cette comédie romantique reste fun à lire. Entre le personnage principal qui est bon partout mais excellent nulle part, les deux génies qu'il doit aider dans les seules matières où elles sont à la peine, ça crée des situations assez marrantes et autant vous dire que rien n'est gagné pour eux concernant le choix de leur université. A travers son manga, l'auteur nous montre que rien n'est écrit à l'avance, aucun élève n'est obligé de suivre le chemin de la facilité, voilà selon ses capacités, au contraire même, rien n'empêche de se lancer dans un domaine où on a des lacunes mais qui nous plaît. Après il y a quand même le petit côté Eishi qui casse les couilles, mais bon voilà, je vais pas chipoter. Comment ne pas rendre hommage à nos cuistots favoris? Shokugeki no Soma ou Food Wars est un manga du trio Shunsaeki au dessin avec un scénario de Yu Tsukuda et Yuki Morisaki qui prendra fin dans quelques semaines puisque le 36e tome sera le dernier malheureusement. Vous pouvez retrouver les tomes chez les éditions Tonkam ainsi que l'anime sur Netflix, ADN ou encore Crunchyroll. Synopsis. Soma a grandi dans les cuisines d'un petit restaurant traditionnel tenu par son père. Il s'entraîne jour après jour pour prendre sa succession à la tête du restaurant familial. Son quotidien est soudainement bouleversé quand son père accepte un poste dans un palace new-yorkais. Soma est alors envoyé à la prestigieuse école culinaire de Totsuki, qui forme l'élite des chefs étoilés. Food Wars c'est du gros neketsu, y a pas de baston, y a pas de super pouvoir, quoique... Non, simplement de la cuisine et pourtant c'est génial. Part du principe que c'est un manga de sport, il y a des gros tournois façon Top Chef où les cuisiniers se livrent des duels sans merci, une série qui te fait saliver comme un gros dalleux, parce que si les plats te donnent envie de grailler tout ce qui te passe sous la main, c'est bien entendu grâce au graphisme divinement somptueux. Rien que pour ça je te recommande le manga ou l'anime comme tu veux, mais bon, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant des dizaines de minutes. En parlant de sport, je sais que plus la vidéo avance, plus t'es en stress de ne pas voir ton manga préféré dans ma sélection. Les fans de Slam Dunk, votre combat s'achève ici. Slam Dunk est un manga du grand Takehiko Inoue, évoluant actuellement sous les couleurs du chômage FC. Enfin, quoique je suis mauvaise langue, il vient de reprendre Real, c'est pas vrai. Plus sérieusement, on parle d'une série parue entre 1990 et 1996 compilée en 31 tomes.
Une nouvelle édition nous est proposée par Kana depuis le mois de mars, et un anime existe également, mais nous on va causer du manga. Synopsis. Hanamichi Sakuragi est un grand voyou, rebelle à ses heures et dont la principale caractéristique est d'être malheureux en amour. Il tombe amoureux de la jolie Haruko, qui est une grande fan de basket, donc il se jette à corps perdu dans ce sport dont il ne connaît absolument rien et qui n'a jamais aimé. Mais un amour n'est pas forcément réciproque, c'est ce que Sakuragi va découvrir et c'est ce qui va ensuite le motiver à donner le meilleur de lui-même. Culte, classique, légendaire, gros artisan de l'âge d'or du jump, je pourrais m'arrêter là tant ce titre parle de lui-même en fait. Ajoutez à cela un protagoniste complètement déjanté et doté d'un charisme fou, un humour omniprésent, des matchs spectaculaires sublimés par des dessins magnifiques, dans un ton assez réaliste en plus. C'est simple, rien qu'en en parlant j'ai envie de me le relire. Lisez Slam Dunk ou je vous balaye maintenant. Bon, ça vous dit on reste dans l'âge d'or avec le grand City Hunter, Nicky Larson pour les plus intimes, de Tsukasa Ojo. Paru entre 1985 et 1991 en 36 volumes, la série est disponible intégralement chez Panini avec une édition de luxe de 32 opus, incroyable mais vrai. La série animée qui rendra nostalgique les plus anciens est à votre disposition sur ADN. De quoi ça cause? Ryo Saiba, surnommé City Hunter, est un nettoyeur sur contrat. Il débarrasse Tokyo qui regorge de criminels en tout genre. Tireur d'élite hors pair, il est le plus souvent engagé comme garde du corps, avec sa partenaire Kaori, avec laquelle il entretient une relation atypique, il forme un duo d'enfer que rien ne peut arrêter. Un excellent manga à l'ancienne, très old school, avec sans doute l'un de mes personnages préférés, tout manga confondu, Ryo Saiba putain. Niveau classe, prestance et paire de couilles, tu peux difficilement faire mieux. Un mi-chemin entre une bonne dose d'humour et d'un gros concentré d'action phénoménal, un classique de plus à découvrir absolument, voilà, tout est dit. On revient sur du plus récent mais qui n'en demeure pas moins classique pour autant, Death Note du duo Takeshi Obata et Tsugumi Oba. Disponible en 12 volumes chez Kana et en anime sur ADN. Bon, je te balance le synopsis mais juste pour le kiff. Light Yagami est un lycéen brillant, fils de pute, policier je veux dire. Il découvre un étrange carnet qui se révèle être le livre d'un dieu de la mort, Ryu. Light apprendra vite quel terrible pouvoir enferme ce carnet. Tous ceux dont le nom est inscrit dans le Death Note sont appelés à mourir dans les 40 secondes qui suivent. Les implications sont énormes et en possession d'un tel carnet, Light est potentiellement capable d'imposer sa loi à un monde qu'il estime perverti. Mais peut-on choisir qui va vivre et qui va mourir? Certaines personnes méritent-elles de mourir par la seule volonté d'un adolescent, à la fois juge et bourreau pour une sentence irrévocable? En agissant de la sorte, Light devient lui-même un criminel, il éveille ainsi l'attention de L, enquêteur mystérieux mandaté par Interpol. Un duel sans merci s'engage entre ces deux esprits exceptionnels. Bon, même si la deuxième partie est bien en dessous de la première, ça reste une masterclass dans le genre. C'est quand même sacrément bien écrit, on nous propose des personnages aussi emblématiques que complexes, qui se livrent des batailles psychologiques dantesques. Le rythme et l'ambiance du récit est insoutenable. Si Death Note met tout le monde d'accord, c'est qu'il parvient à captiver facilement son public, que ce soit l'anime ou le manga, graphiquement, c'est autant une tuerie que dans le fond. Et on arrive déjà à la moitié de cette vidéo, et je vais vite vous parler de Dragon Ball avant de me faire assassiner dans les commentaires, mais je vais me rassurer en me disant que personne ne le propose en simulcast, que ce soit ADM, Wakanim ou quiconque, voilà, je trouve ça bizarre quand même. Bref, pour moi Dragon Ball c'est 42 tomes d'Akira Toriyama, 34 si on parle de la sublime édition de luxe de Glénat. Il y a tellement de dérivés que je vais en citer aucune, voilà c'est simple. Si tu connais pas Dragon Ball, désabonne-toi, quitte cette vidéo, supprime YouTube. Ah non, change de planète, c'est mieux parce que, je sais pas, voilà, fais quelque chose hors de ma vie en fait. Plus qu'un manga, c'est même devenu une religion. Voilà, il y en a qui pratiquent le ramadan, il y en a qui lisent Dragon Ball. Et ce n'est pas que le mec nostalgique qui te dit ça. Dragon Ball c'est une œuvre intergénérationnelle. Que tu aimes ou non les mangas, tu connais Dragon Ball. Que tu aimes ou non les animes, tu connais Dragon Ball et t'es fan de Dragon Ball, c'est ça le pire. Une épopée légendaire qui te fait voyager à travers les aventures de Goku. Un mythe, une base, une bible. On parle d'une série qui a révolutionné les combats dans le shonen. On parle de Dragon Ball, j'ai même pas besoin d'en dire plus en fait, je sais même pas pourquoi je m'éternise. Histoire de rester dans le thème, on va parler de la préquelle de Dragon Ball justement, à savoir Jackos the Galactic Patrolman. Un one-shot disponible chez Glénat nous narrant l'histoire avant que Goku ne débarque sur Terre. Jaco est un officier de police galactique qui revient sur Terre pour la protéger d'une invasion alien. Mais son vaisseau s'écrase sur l'île d'Omori, où un vieux scientifique qui travaille sur le déplacement temporel. Les deux étranges compères vont s'aider mutuellement afin de contrer un destin a priori funeste, mais dont on connaît tous l'issue. Bon, sans être foufou, la sortie de ce one-shot a su me ressasser de bons souvenirs. J'apprécie l'idée de nous faire découvrir des événements se déroulant avant la naissance de la légende, j'ai envie de dire. Les clins d'œil sont très appréciables et rien que pour ça, j'estime que ce petit one-shot mérite d'être lu, bien qu'il n'ait pas de prétention majeure. On retourne sur du sport avec Haikyuu de Haruichi Furudate, toujours en cours de parution avec 38 tomes parus au Japon, contre 33 en France chez les éditions Kazé. Un anime de 3 saisons réalisé par Production IG est disponible sur Wakanim. Synopsis.
Malgré son pauvre 1m63, Hinata est un garçon plein d'énergie qui se donne à fond dans le sport qu'il aime, le volleyball. Son modèle, le petit géant, le mythique numéro 10 de 1m70 du lycée Karasuno qui tutoya les sommets des tournois nationaux. C'est d'ailleurs dans ce même lycée que Hinata s'inscrit comme pour marcher sur les traces de son idole, mais arrivé à la sélection du club de volleyball, il tombe sur une autre nouvelle recrue qu'il ne peut pas s'encadrer. Tobio, un joueur aussi arrogant que talentueux. Et les deux garçons visent le même but, le titre d'As des rookies, mais avant ça, ils devront relever le club de volley de l'établissement Karasuno, déçu de son rang de champion au point d'avoir été baptisé les Corbeaux déchus. Déjà que je kiffe le volleyball, je vous dis pas qu'en manga et en anime, ça pète la classe comme sport. Aikyuu c'est tout simplement le top du genre sportif, il réunit tout ce qu'il faut et mérite pleinement son succès à mes yeux. Des matchs qui te font vibrer, de l'humour, des personnages très sympas que t'as clairement envie de voir se surpasser, et aussi dans les scènes de leur quotidien. Je vous conseille l'anime dont le rythme est tout bonnement incroyable, en plus d'avoir une qualité d'animation folle. Donc voilà, c'est clairement un anime à voir que je vous recommande chaudement. Kimetsu no Yaiba, aussi connu sous le nom de l'Hérodeur de la Nuit, ou encore Demon Slayer, est un manga de Koyoharu Gotoge. Il est lui aussi toujours publié dans le Shonen Jump avec 15 tomes à l'heure actuelle, tandis qu'en France, la licence est bloquée au tome 3, depuis un moment, du côté de chez... Panini. Heureusement pour nous, un sublime anime réalisé par le studio Ufotable nous est proposé par Wakanim. On suit les aventures de Tanjiro, un jeune marchand de charbon menant une petite vie tranquille dans les montagnes, mais un triste jour, après une courte absence, il retrouve les habitants de son village et sa famille massacrés par un démon. La seule survivante de cette tragédie est sa jeune sœur Nezuko. Hélas, au contact de la bête, elle s'est métamorphosée en monstre. Afin de renverser le processus pour soigner sa sœur et au passage venger sa famille, Tanjiro part en quête de vérité. Pour le jeune héros et sa sœur, c'est une longue et redoutable aventure qui commence. Un manga qui a tout pour plaire, que ce soit pour son intrigue, ses personnages fort attachants, son style de dessin atypique, son genre neketsu qui reste le genre tout public et qui plaît le plus en général. Ajoute à cela ce petit côté aventure où tu n'as qu'une envie, voir évoluer les protagonistes dans divers péripéties, toujours plus dangereuses les unes que les autres, jusqu'à ce qu'ils atteignent leur but. Voilà le tout en évoluant dans une ambiance et un univers assez sombre tout de même. Qui plus est l'anime putain. L'animation est d'une qualité exceptionnelle, elle vient sublimer le tout, donc c'est parfait, y a rien à dire, lisez Kimetsu no Yaiba et regardez Kimetsu no Yaiba. Petit retour en arrière avec du très old school, Cobra de Boichi Terasawa, compilé en 18 tomes en 1984. En France, il y a une édition de luxe en 12 tomes chez Black Box, enfin il y a plein d'éditions mais voilà, c'est la plus récente. Bon, vu les nombreuses dérivées, je vais juste mentionner l'anime de 2009 dispo sur ADN. Synopsis. 24e siècle. L'univers tel qu'on le connaît est tombé peu à peu sous le joug de puissantes organisations mafieuses. La plus terrifiante d'entre toutes, la Guilde des Pirates de l'Espace, recherche avidement le seul homme à lui avoir tenu tête, un pirate solitaire dont le nom résonne comme une légende, Cobra. Un exemple typique du grand classique à l'ancienne, un protagoniste charismatique, mais regarde-moi sa gueule, tu sens qu'il en impose rien qu'avec son chara-design sérieux. Des thèmes forts, un opening mythique qui te donne des frissons dès la première écoute, et surtout, un superbe univers de space opéra nous proposant de l'action, de la science-fiction et de l'aventure à foison. Non, franchement, si tu cherches à enrichir ta culture manga, tu ne peux pas passer à côté de Cobra, c'est impossible. On arrive au 30e manga avec un mastodonte, Bleach de Tite Kubo. Une série fleuve de 74 tomes chez les éditions Glénat, l'anime est quant à lui diffusé chez ADN. Synopsis. Adolescent de 15 ans, Ichigo Kurosaki possède un don particulier, celui de voir les esprits. Un jour, il croise la route d'une belle Shinigami, un être spirituel en train de pourchasser une âme perdue, un esprit maléfique qui entre notre monde et n'arrive pas à trouver le repos. Mise en difficulté par son ennemi, la jeune fille décide alors de prêter une partie de ses pouvoirs à Ichigo, mais ce dernier hérite finalement de toute la puissance du Shinigami en question. Contraint d'assumer son nouveau statut, Ichigo va devoir gérer ses deux vies, celle de lycéen ordinaire et celle de chasseur de démons. Bon, il y a de grandes chances que tu connaisses déjà, mais ça me fait quand même de la peine qu'un tel classique finisse par tomber de plus en plus dans l'oubli. À l'instar de Naruto, son arc final est de trop, mais n'oublions pas que Bleach, c'est un condensé d'action et de combats mythiques qui sont ancrés dans l'histoire à jamais. J'ai rarement autant vibré devant un manga, idem pour l'anime. Il dégage des émotions fortes, des frissons, des personnages d'exception, une intrigue palpitante, et surtout que ce soit le manga ou l'anime, graphiquement c'est un pur régal. Je rajouterai que le gros point fort de Bleach c'est son côté épuré malgré sa longueur, le rythme est très dynamique et t'enchaînes la série rapidement malgré sa longueur encore une fois. Je resterai fidèle au FC Bleach à jamais, lisez Bleach putain de merde. Encore plus récent, on passe à Nisekoi de Naoshi Komi en 25 tomes chez Kaze. Un anime de 2 saisons est diffusé sur ADN aussi. Raku Ishijo, fils d'un chef d'une bande de Yakuza, a promis à son amour d'enfance de la retrouver plus tard et de l'épouser. Ce pacte a été scellé par un pendentif qu'il possède et dont cette jeune fille a la clé.
Raku a grandi et rentre au lycée. Il tombe amoureux secrètement d'une jeune fille, Onodera, et espère qu'il s'agit de la fille de la promesse, jusqu'au jour où débarque dans leur classe une autre demoiselle, Shitoge Kirisaki, avec qui Raku ne s'entend pas du tout. Mais il s'avère que cette demoiselle est la fille d'un chef de gang en conflit avec la famille de Raku, et que leurs parents ont décidé d'unifier afin d'éviter la guerre. Le problème est que les concernés ne s'entendent pas du tout, mais alors pas du tout. À l'instar de We Neverland présenté précédemment, il s'agit d'une petite comédie romantique qui se laisse lire sans prise de tête. J'apprécie les personnages et franchement j'ai passé de bons moments en suivant leurs aventures au quotidien. Il y a un petit côté intriguant et mystérieux autour de l'identité de la fille de la promesse qui a su me captiver pleinement, même si ça tourne quand même parfois en rond, voilà il faut l'avouer. Mais si tu cherches une petite romance entourée de pas mal de mystères avec une large panoplie de personnages, voilà comme je l'ai dit, qui sont quand même assez attachants, je te le conseille. Dr. Stone est un manga scénarisé par Ichiro Inagaki et dessiné par Boichi. Il a effectué ses débuts en 2017 et est toujours en cours. Licencié par les éditions Glénat, sans oublier qu'un anime produit par le studio TMS Entertainment est prévu pour le mois de juillet chez Crunchyroll. Synopsis. Un jour, une lumière éclaira la Terre changeant tous les humains en pierre, ce qui eut pour conséquence l'extinction de l'humanité. Plusieurs milliers d'années plus tard, Taiju parvient à s'échapper de sa pétrification pour découvrir un monde dans lequel la nature a totalement repris le dessus. Avec son ami Senku, il décide de tout mettre en œuvre pour faire renaître l'humanité de ses cendres en refondant une nouvelle civilisation et ainsi survivre à l'aide de la science. Alors autant je ne supporte pas du tout de lire ce manga en hebdo, tant je le trouve vite redondant et chiant à lire à cause de la lourdeur de son humour qui décrédibilise l'univers, autant il s'agit d'un manga que je recommande tout de même. Je reconnais qu'il a pas mal de qualités, notamment son concept rafraîchissant qu'il apporte avec son petit côté guide de survie assez appréciable quand enchaîne les chapitres. De plus, les mystères autour de l'intrigue rendent le truc assez captivant et comme c'est Boichi au dessin, une première dans le jump pour un étranger, on a droit à un coup de crayon somptueux, voilà, c'est pour ça que je fais l'effort de continuer. En plus de ça, on a l'auteur d'Aishid 21 au scénario, on a un peu un duo de stars aux commandes, donc c'est un peu pour ça que ça me donne envie de continuer, même si pour le moment, j'ai un peu remis en pause. C'est quoi ça a bugué non? Hungry Joker est un manga de Yuki Tabata, arrêté prématurément après seulement 3 opus. On suit les aventures d'un jeune scientifique du nom d'Aiji et de son assistante. Un jour, ils sont appelés afin de résoudre le mystère d'un corps incandescent, corps qui finira par se transformer en démon et contre lequel Aiji devra se battre pour découvrir les secrets de la mystérieuse pomme noire qui permet de contrôler la gravité. En voilà un manga qui aborde le thème de la science-fiction de façon bien plus sérieuse, divertissante et intéressante. Une ambiance assez sombre que j'aurais aimé retrouver dans Dr. Stone, c'est pourquoi je recommande fortement Hungry Joker, car malgré sa fin prématurée, on sent que Yuki Tabata avait de bonnes idées à développer. Ce manga raconte beaucoup plus de choses en 3 tomes que certaines séries sans savoir ses talents inutilement. Ouais, je fais référence à Black Clover, tu vas faire quoi maintenant? En tout cas, les plus curieux d'entre vous ne le regretteront pas, j'en suis sûr et certain. Et lisez Hungry Joker, c'est aussi une preuve que Yuki Tabata sait faire de bonnes séries aussi. C'est le sujet de la précédente vidéo, ouais, on va encore parler du Saint Graal. JoJo's Bizarre Adventure est un manga signé Hirohiko Araki. Il est toujours en cours de parution avec plus de 120 tomes à ce jour et édité par la Shueisha. La série est divisée en 8 grandes sagas, les 7 premières ont été publiées dans le célèbre Shonen Jump, en 7ème qui a été transféré dans l'Ultra Jump où la dernière partie en date, Jojo Lion, y est toujours publiée. En France, vous pouvez retrouver le manga chez les éditions Tonkam, et voilà, on est au 13ème tome de la saga Jojo Lion. Un superbe anime retraçant pour le moment les 5 premières parties quant à lui disponible sur ADN et Crunchyroll. Bon, c'est un délire complètement fou, mais en gros, on suit les aventures de la lignée de Joestar, une famille issue de l'Angleterre victorienne. Il y a un gros fil rouge autour de cette famille et du personnage de Dio Brando, et très souvent la vengeance revient sur le tas. Bref, c'est vraiment un gros délire, je te conseille d'aller voir mes vidéos sur le sujet, je vous la mettrai dans la description. Et je vais quand même toucher 2-3 mots sur Jojo dans cette vidéo, vous en faites pas. Jojo, c'est avant tout une œuvre culte, un monument et un classique incontournable. Sur plus de 120 tomes, l'auteur ne cesse de faire preuve d'une originalité et d'une créativité à toute épreuve. Il se renouvelle constamment d'une partie à une autre, on change de héros, de personnages, de décors, de thèmes, et parfois il redéfinit entièrement les codes de son propre univers. Si vous voulez suivre une série avec une ambiance unique, imprévisible, et qui vous surprendra toujours avec des choix scénaristiques osés, vous ne pouvez pas passer à côté de JoJo's, aussi bien son excellent manga que son somptueux anime. Ah, et attendez, pause avant de continuer, c'est absolument pas mon classement de mes mangas préférés du Jump, hein. Je vous arrête tout de suite, c'est une sélection, comme vous pouvez le voir, j'essaye de varier les genres, etc., les sujets.
Donc c'est absolument pas un classement. Voilà, c'est normal que tu vois par exemple Nisekoi avant JoJo's, t'en fais pas. Bref, on retourne sur un peu de sport avec Inomaru de Kawada, disponible en 15 opus chez les éditions Glénat, sachant qu'au Japon il est toujours en cours de parution avec 25 tomes parus. Un anime de 24 épisodes réalisé par le studio Gonzo et diffusé sur Crunchyroll. Malgré son petit gabarit, Inomaru Ushio est venu frapper à la porte du club de sumo du lycée Odachi. Dans ce sport où les qualificatifs sont plutôt gros et lourds, Inomaru n'a pas vraiment le profil requis. Pourtant, il surprend tout le monde. Grâce à lui, ce petit club de sumo réputé le plus mauvais vise désormais le sommet, cherchant à atteindre le plus haut rang de la discipline. Si vous aimez Haikyuu ou encore Aishin 21, vous ne pourrez qu'apprécier Inomaru Sumo puisque ce dernier s'inscrit dans la même lignée scénaristique que ses deux classiques. La fameuse thématique du « tu n'es pas fait pour ce sport à cause de ton petit physique » est superbement bien traitée. Inomaru a aussi le mérite de mettre en lumière un sport qui n'intéresse pas grand monde en France au premier abord. Voilà, le sumo, on s'en balèque total, franchement faut dire ce qui est. Et pourtant l'auteur nous fait mentir en nous offrant des combats assez impressionnants. Je vous recommande donc bien plus le manga que l'anime, car le manga nous fait bien plus ressentir l'intensité que dégage ce sport, contrairement à l'anime que je trouve bancal sur cet aspect-là. Envie d'humour, pas de soucis. Seikikuso no Psinan est une comédie signée Shoichi Aso. Compilé en 26 opus en 2018, ce dernier n'est pas licencié en France mais a tout de même eu droit à un excellent anime réalisé par le studio JC Staff qui prépare également une collaboration avec Netflix. Kusuo Saiki est un étudiant de 16 ans qui possède plusieurs dons surnaturels dont la télépathie et la télékinésie. Des pouvoirs dont n'importe qui rêverait mais qui causent à notre héros un certain nombre de problèmes. Kusuo tente malgré tout de mener une vie normale et à chaque fois ça part en couille. Seikikuso no Psinan est un animé qui respire la bonne humeur et fait pour rire. C'est clairement le genre d'anime que tu regardes en te posant bien tranquillement, sans prise de tête, et hop. Une fois le délire lancé, on est rapidement pris dedans et on oublie tous nos problèmes. Le comique repose beaucoup sur des situations burlesques, des quiproquos, dont le comique de situation est très bien géré. Il y a aussi la façon de s'exprimer des personnages qui est un autre facteur qui vous fera rire tout le long de la série. Au-delà du comique, le côté tranche de vie reste également très agréable à suivre. Qui plus est, en plus d'être très bien utilisé, les OST sont tout simplement énormes. Impossible de s'ennuyer tellement le rythme est excellent et très prenant. On se laisse vite emporter par les petites péripéties de Kusuo et sa bande. Non, franchement, c'est clairement ma comédie préférée issue du Jump. On passe au Neketsu My Hero Academia de Kohei Horikoshi. 23 tomes sont parus au Japon depuis 2014. En France, vous pouvez en retrouver 18 pour le moment du côté de Kiun. Je ne vous apprends rien en précisant qu'il possède aussi une adaptation animée de 3 saisons réalisée par le studio Bones, dispo sur ADN, la 4ème est quant à elle prévue pour le mois d'octobre. Dans un mood où 80% de la population possède un super pouvoir appelé Alter, les héros font partie de la vie quotidienne. Et les super vilains aussi. Face à eux se dresse l'invincible All Might, le plus puissant des héros. Le jeune Izuku Midoriya en est un fan absolu. Il n'a qu'un rêve, entrer à UA, la plus grande académie de super-héros pour suivre les traces de son idole. Le problème c'est qu'il fait partie des 20% qui n'ont aucun pouvoir. Son destin est bouleversé le jour où sa route croise celle d'All Might en personne. Ce dernier lui offre alors une chance inespérée de voir son rêve se réaliser, et pour Izuku, le parcours du combattant ne fait que commencer. Forcément, on peut difficilement passer à côté d'un tel phénomène. Cette série est un véritable hommage aux super-héros issus de Marvel et de DC. Mêlant habilement les codes du manga à ceux du comic, notamment dans la patte graphique assez appuyée de l'auteur, cela nous apporte une certaine fraîcheur dans le sillage du manga. Si My Hero Academia ne révolutionne rien, il a le mérite d'avoir sa propre identité et de nous proposer une palette variée de personnages et de héros. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il s'agit d'un shonen qui me fait énormément vibrer, mais il n'en demeure pas moins fort divertissant. 38 c'est le nombre de tomes de Yu-Gi-Oh!, une série de Kazuki Takahashi disponible chez les éditions Kana. On ne présente plus l'anime, donc passons tout de suite à un petit résumé. Yugi Muto est un jeune adolescent qui mène une existence tranquille. Il vit avec son grand-père qui tient une boutique de jeux et d'objets divers. Ce dernier fait un jour cadeau à Yugi d'un puzzle millénaire dont on prétend qu'il renferme un secret. Secret jusqu'alors inviolé. Comme un signe du destin, Yugi parvient à reconstituer le puzzle en forme de petite pyramide. Se révèle alors en lui une seconde personnalité, celle d'un Yugi beaucoup plus sombre et qui ne tolère aucune injustice. Les deux personnalités sont diamétralement opposées et Yugi le bon ignore jusqu'à l'existence même de son double. Lors de jeux toujours plus subtils les uns que les autres, Yugi le sombre rend la justice arbitrairement et ne se fait pas que des amis. Si je prends le soin de m'attarder sur le synopsis, c'est justement parce que tout le monde connaît l'anime, mais pour ce qui est du manga, beaucoup moins. Pourtant ce dernier se révèle beaucoup plus intéressant de par son ambiance bien plus sombre, cruelle et dont le danger est d'autant plus accentué. Voilà pourquoi je vous recommande de lire Yu-Gi-Oh! Loin de l'esprit enfantin de l'anime, il saura tout de même vous prendre un sentiment de nostalgie tout en parvenant à vous surprendre, et voilà, je vous conseille fortement ce manga. On enchaîne avec un isekai intitulé Psyren de Toshiaki Iwashiro, disponible en 16 volumes chez Kana. Publié entre 2008 et 2011, il n'a pas eu la chance de bénéficier d'une adaptation animée. Voilà de quoi ça cause. Aga est dégoûté par notre monde et rêve d'une vie meilleure.
Un soir, il trouve une étrange carte rouge sur laquelle il est écrit Psyrène. Il s'agirait d'une société secrète à l'origine de nombreux enlèvements. Peu après, l'une de ses camarades qui semblait connaître cette société disparaît devant ses yeux. Agia décide alors de la sauver, il utilise la carte rouge et se retrouve soudainement projeté dans un monde parallèle. À présent, il doit lutter pour sa survie et arriver jusqu'au bout du jeu car c'est le seul moyen pour lui de retrouver son monde originel. Il n'est peut-être pas si horrible que ça finalement. Heureusement pour lui, il n'est pas seul. D'autres personnes sont dans la même galère et c'est ensemble qu'ils vont affronter le danger et peut-être même de le vaincre. L'un des tout premiers mangas que j'ai lu et j'en garde un excellent souvenir. Loin des isekai classiques à la con où le héros finit souvent dans un harem, non, ici on laisse place au pur divertissement. De l'action, une intrigue bien ficelée recelant de nombreux mystères et qui dégage donc par conséquent une ambiance mystérieuse. Ajoutez à cela un très bon rythme, on va à l'essentiel tout en développant ce qui doit être développé en l'espace de 16 tomes, en somme un très bon manga. On passe à une autre de mes premières séries que j'ai lues, Hikaru no Go, scénarisé par Yumi Ota et dessiné par le grand Takashi Obata. Compilé en 23 opus, vous avez accès à une édition de luxe de 13 tomes chez Tonkam, ainsi qu'un anime de 75 épisodes produit par le studio Pierrot. Hikaru Shindo est un jeune garçon de 11 ans comme les autres. Un jour, alors qu'il fouille le grenier de son grand-père, en compagnie de son ami Akari, il tombe sur une table de jeu de Go, d'apparence très ancienne. En l'examinant, il y découvre des taches de sang. C'est alors qu'il entend une voix qui l'appelle, il a réveillé le fantôme de Sai Fujiwara, un brillant joueur de Go de l'époque Heian, professeur particulier de l'empereur. Son âme tourmentée n'a pas pu gagner le ciel et s'est réfugié dans le Goban en attendant de trouver quelqu'un qui partage sa passion pour le jeu. Malheureusement pour Sai, Hikaru n'a pas grand chose à faire du Go. Mais sur les prières de Sai, il rejoint un club et fait la connaissance d'Akira, un jeune prodige de Go, fils du meilleur joueur du Japon. Guidé par Sai, il va battre Akira, ce qui va être pour lui le début d'une grande aventure dans le monde de ce jeu millénaire. Une nouvelle preuve que les Japonais ont l'art et la manière de nous faire vibrer sur n'importe quel thème, sur n'importe quel sujet. Et dans un sens, je suis content d'être entré dans l'univers du manga dès le début avec une série traitant sur le jeu du Go. Une espèce de jeu d'échecs qui suscite donc de la réflexion aux différents personnages et je vous assure que les parties s'avèrent absolument palpitantes. Un classique qui nous permet de suivre l'ascension d'Hikaru vers les sommets de ce jeu, un jeu que je ne connaissais pas du tout, mais cela ne m'a pas empêché d'adhérer pleinement à l'univers. Shaman King est un manga de Hiroyuki Takei qui a pris fin prématurément après 32 volumes en 2005. Heureusement, une suite intitulée Shaman King Flowers a vu le jour par la suite pour essayer de gommer cette fin inachevée. Une série animée de 64 épisodes a été réalisée par le studio Zebek en collaboration avec Nippon Animation. Synopsis: Yo Asakura est un jeune garçon à l'allure nonchalante qui se révèle être un chaman. Les aptitudes de Yo lui permettent de communiquer avec les esprits et de les aider lorsqu'ils en ont le besoin, en leur prêtant son enveloppe charnelle. Yo acquiert leur pouvoir et leur offre parfois la possibilité d'accomplir un acte dont la mort les a privés. Yo est donc celui qui vole au secours des âmes en peine. Son but est de devenir un jour Shaman King, ce chaman si particulier capable d'entrer dans une communion parfaite avec la nature et ses esprits. C'est un don unique et très convoité. Pour y parvenir, il devra s'entraîner dur et affronter d'autres chamans et leurs esprits, dont les motivations ne sont pas aussi nobles. Malheureusement, les éditions Kana ont tout récemment annoncé qu'ils arrêtaient la commercialisation de Shaman King. Malgré son traitement particulier et son final bâclé, je ne pouvais ignorer un manga tel que Shaman King qui reste tout de même une référence en matière de shonen neketsu. Il a une grosse inspiration jojoesque avec les délires de stand, sauf que là, ils sont en quelque sorte remplacés par des esprits, un thème très récurrent des années 90 et au début 2000. Shaman King, c'est donc de sacrés combats, une aventure qui nous raconte de belles choses et outre sa fin, il ne faut pas oublier pour une histoire le facteur le plus important. C'est pas la conclusion, mais bel et bien le voyage et les émotions qu'elle t'a procuré pendant tout le long. Degreman est un manga écrit et dessiné par Katsura Oshino, qui est toujours en cours de parution avec 26 volumes dont 25 disponibles chez Glénat. Il a connu plusieurs adaptations, notamment un anime en 2006 et sa suite en 2016 quand elle est diffusée sur Wakanim. Le monde est sous la coupe d'entités maléfiques issues des expériences scientifiques d'un génie malfaisant, le conte millénaire. Seule une lignée d'exorcistes spécialement entraînés semble être en mesure de combattre ces créatures qui s'attaquent aux humains. Alan Walker est l'un d'entre eux et fait partie des plus jeunes recrues, mais ses extraordinaires pouvoirs trahissent aussi un terrible secret. Pourquoi sa main gauche est-elle celle d'un démon? Quelle est cette cicatrice qui le défigure et quel lien possède-t-il avec le conte? Le manga d'exorcisme par excellence, où l'on retrouve tout ce qui découle d'un tel thème. Un univers sombre nous proposant une ambiance ténébreuse, une atmosphère oppressante et parfois même glauque. Même si le ton global du scénario reste tout ce qu'il y a de plus classique dans le genre avec les codes vus et revus, l'histoire sait se montrer prenante, captivante et je dirais même envoûtante. Malgré tout, on regrettera l'état de santé de l'auteur qui impacte malheureusement sur le rythme de l'histoire. En tout cas pour ma part, il y a pas mal d'éléments qui passent à la trappe et il m'est difficile de me souvenir des petits détails qui peuvent potentiellement avoir de l'importance par la suite. Et c'est un peu dommage mais bon, elle y peut rien, voilà, c'est sa santé, ça prime avant tout. Néanmoins, ça reste un excellent manga.
Un peu dans la même ambiance, j'ai choisi Nura le Seigneur des Yokai, aussi connu sous le nom de Nura Ryo no Mago, un manga signé Hiroshi Shibashi en 25 opus disponible chez Kana. Un anime de 2 saisons a également vu le jour sous les bons soins du studio Din. Malgré les apparences, Rikuo Nura n'est pas un garçon ordinaire. Dans ses veines coule un quart de sang yokai, ces créatures mythiques qui peuplent les légendes et les croyances populaires japonaises. Petit-fils du chef du clan Nura, sa situation est délicate, son ascendance le destine à devenir à son tour un grand maître yokai et à préserver la paix des clans de la région de Tokyo. Mais son désir est tout autre, mener une vie tranquille de lycéen normal, aux grandes dames de son illustre parent. Mais lorsque la nuit tombe sur le Japon et s'éveillent les êtres surnaturels, Rikuo se transforme en un guerrier implacable, il devient Nura, le seigneur des yokai. Alors autant j'adore cette série, autant je regretterai le côté scolaire qui me sort parfois du délire. Parce que j'adore l'ambiance que dégage l'histoire quand la nuit tombe justement, ça regorge d'une large panoplie d'éléments fantastiques comme les yokai, les créatures de légende urbaine, et j'en passe. Et que dire de plus, le charisme de Nura sous sa forme de yokai est absolument divin. Regardez-moi ça. C'est d'ailleurs en grande partie ce personnage qui a attiré ma curiosité, et vous savez quoi, je n'en dirai pas plus, car je sens que l'aura majestueuse qu'il dégage vous fera le même effet. En tout cas pour ma part, en ce moment je me fais l'anime, et voilà, c'est vraiment un vrai kiff. On enchaîne avec un autre manga que j'ai dû lire dans le but de réaliser cette vidéo, Medaka Box. Scénarisé par Nishio Ishin et dessiné par Akira Akatsuki, cette série a pris fin en 2013 avec un total de 22 volumes disponibles aux éditions Tonkam. Il me semble qu'il y a des problèmes d'impression, voilà, vous corrigez si je me trompe. Au vu de son succès retentissant, il a pu bénéficier d'un anime de 2 saisons de 12 épisodes réalisé par le studio Gainax. Synopsis. Medaka Kurokami, jeune élève du lycée Akoniwa, considère être né pour venir en aide aux autres. Sa première décision en tant que présidente nouvellement élue du conseil étudiant est d'installer une boîte à suggestions dans laquelle les élèves pourront exprimer leurs malheurs et demander de l'aide. Investi des pouvoirs du conseil et armé d'une détermination sans faille, Medaka peut enfin accomplir son destin au bénéfice des autres. Les requêtes présentées par les élèves seront diverses et ne manqueront pas d'originalité, remettre des voyous dans le droit chemin, résoudre une enquête criminelle, retrouver un chien égaré et même écrire une lettre d'amour. Le conseil pourrait bien avoir besoin de nouvelles recrues pour soutenir ce rythme effréné. Bon, je vous cache pas qu'après lecture du premier tome, je me suis dit qu'il manquait quelque chose pour que j'accroche à cette série. J'imaginais qu'on allait se contenter de suivre un conseil étudiant venir en aide aux autres élèves, mais finalement, pas du tout. Medaka Box prend un gros tournant Neketsu axant davantage l'histoire sur de l'action oui mais pas seulement puisque l'académie cache en réalité de nombreux mystères et on se rend vite compte que Medaka n'est pas la seule élève dotée de capacités extraordinaires. Il y a un petit côté kill la kill, c'est palpitant, divertissant et soigné par de somptueux dessins, c'est une très bonne pioche pour ma part. Reborn est une série de 42 volumes que l'on doit à Akira Amano. Il a pris fin en 2013 et pour les plus curieux, il fait partie du catalogue des éditions Glénat. Un anime de 203 épisodes réalisé par le studio Heartland a également vu le jour en 2006. Synopsis. En dépit de son apparence quelque peu enfantine, Reborn est un redoutable tueur à gages qui officie pour le compte d'un puissant clan de la mafia italienne, la famille Vongola. Cette dernière l'envoie au Japon pour éduquer Tsunayoshi Sawada, ce dernier étant pressenti pour devenir le 10e parrain du clan. Mais le jeune homme d'une prodigieuse nullité, que ce soit pour les études, le sport ou bien sa popularité auprès des filles, semble loin de faire l'affaire. Cependant tout cela va peut-être changer grâce à son nouveau professeur particulier et les munitions spéciales qu'il utilise. Bon, on va faire simple. Reborn c'est typiquement le manga qui a eu les ressources nécessaires pour échapper à un arrêt prématuré dans l'impitoyable Shonen Jump. Si Akira Amano comptait en faire une comédie d'une niaiserie à toute épreuve, l'idée allait se conclure sur un échec, mais elle a su rebondir en renvoyant tout ce qu'elle avait prévu de base pour nous pondre un très bon shonen de baston. La grande force de la série repose dans ses combats souvent originaux, ainsi que sa belle panoplie de personnages sympathiques, bien que je ne supporte pas Tsuna, mais alors pas du tout, le héros de l'histoire, il représente absolument tout ce que j'aime pas, j'ai envie de le tarter putain. En tout cas ça reste un manga très divertissant et qui me plaît, voilà, même si sa fin est un peu bâclée, je vous le recommande quand même. On passe à Black Cat signé Kentaro Yabuki disponible en 20 volumes chez Glénat. Il compte aussi un anime de 24 épisodes produit par le studio Gonzo. De quoi ça cause? Train est un chasseur de primes. En compagnie de Sven, il traque le crime là où il se cache dans les faubourgs malfamés. Mais Train n'est pas un chasseur comme les autres. Il y a 2 ans, c'était un assassin connu sous le nom de code de Black Cat, et il œuvrait pour le compte d'une organisation mafieuse. Aujourd'hui recherché par cette dernière qui désire soit le reprendre à son service, soit l'éliminer, Train cache un lourd passé dont l'un des vestiges est le numéro 13 qu'il porte tatoué au-dessus de son cœur, et qui indique qu'il était l'un des plus dangereux éléments de son organisation. Dans la lignée du culte et célèbre City Hunter, je vous propose la série Black Cat tout aussi captivante, notamment de par son personnage principal, Train alias Black Cat, qui porte un lourd passé derrière lui, et on suit donc sa rédemption, mais malheureusement pour lui, personne ne peut échapper à son passé.
De ce fait, une ambiance mystérieuse se dégage autour de lui, et plus l'histoire avance, plus on est servi en révélation, apportant toujours plus d'épaisseur au personnage, c'est ça qui est vraiment cool. Entre action, mystère, mission secrète et danger, le tout avec un univers bien sombre et une intrigue envoûtante, vous ne pouvez pas passer à côté de Black Cat, c'est impossible. On change encore de registre avec Noro le mange-merde, mystère, désolé mais la vanne était beaucoup trop tentante. Bref, un manga signé Yusei Matsui, qui est aussi l'auteur de Assassination Classroom cité plus tôt. Licencié en 23 tomes chez Glénat, il possède aussi un anime de 25 épisodes. Neuronogami est un démon venu dans notre monde pour se nourrir de ses mystères, après avoir littéralement englouti tous ceux de son monde d'origine. Ne pouvant toutefois agir à sa guise, il compte bien combler sa faim grâce à Yako Katsuragi, une jeune lycéenne dont le père est mort dans d'étranges circonstances. Il incite la jeune fille à devenir détective du paranormal afin qu'elle lui fournisse son quota de nourriture, mais se contente de l'assister en dépit de ses pouvoirs aussi incroyables que terrifiants. Noro doit alors assouvir sa faim par le biais d'énigmes qui s'avèrent de plus en plus difficiles et tordues pour atteindre cette satisfaction qu'il recherche tant. Alors si vous êtes fan de Détective Conan ou tout simplement du genre policier, je ne peux que vous recommander cette série. L'auteur nous entraîne dans des enquêtes surnaturelles où se côtoient démons, magie et phénomènes étranges tous plus inquiétants et originaux les uns que les autres, des enquêtes vraiment bien ficelées et qui gagnent en développement au fil des tomes, et je me devais d'ajouter une série policière dans cette sélection, d'autant plus avec ce côté surnaturel bien kiffant, et un personnage principal totalement déjanté, c'est du très bon. On arrive au bout de cette vidéo et pour cette 48ème série, j'ai choisi Gintama à la dernière minute. Un manga de Hideaki Sorachi qui prendra fin bientôt avec son 77ème volume. Il bénéficie aussi d'un anime de plusieurs centaines d'épisodes réalisé par le studio Sunrise. L'histoire débute au moment où la Terre se fait envahir par des extraterrestres appelés les Abanto. Ces derniers, technologiquement très avancés, vont imposer leurs lois. Tout samouraï devra se défaire de son sabre. C'en est fini de la voie du Bushido. C'est dans cette période de trouble que Gintoki Sakata, jeune homme qui ne quitte pas son sabre de bois, décide de s'établir en tant que samouraï freelance. Il offrira ses services pour n'importe quel petit boulot pour lequel on voudra bien le payer. Il sera rejoint plus tard par ses amis Shinpachi et Kagura. Après avoir longuement hésité entre Saint Seiya, Bastard ou encore Prince of Tennis, j'ai finalement opté pour Gintama. Pourquoi ce choix alors que je n'ai toujours pas accroché véritablement à cette série après 32 épisodes et 5 tomes? Parce que j'ai l'impression de passer à côté d'un gros délire tout simplement. Voilà pourquoi j'ai choisi de réserver une place à Gintoki et ses compagnons, c'est la série qui m'intrigue le plus de par son potentiel dont je n'ai encore rien vu si j'écoute les fans. Une série mariant action, humour et parodie avec de nombreuses références. Pour le moment je n'ai retrouvé que le facteur humour qui n'a pas pris sur moi, donc je compte sur les fans pour me donner envie de continuer Gintama dans les commentaires. Qui sait, ça aboutira peut-être sur une nota critique. Je vous aurais fait attendre jusqu'à la fin, mais rassurez-vous, le célèbre Yoshiro Togashi est à l'honneur dans cette vidéo. Avec Yu Hakusho notamment, son premier gros succès regroupant pas moins de 19 tomes disponibles chez Kana, il possède aussi un animé de 112 épisodes réalisé par le studio Pierrot. Yusuke Urameshi est un jeune voyou dont la seule occupation est de se battre. Considéré comme de la vermine par ses professeurs, évité par les autres élèves, il éveille même la méfiance des commerçants du quartier. Un jour, alors qu'il sèche les cours, il saute sur la route pour sauver la vie d'un jeune garçon et se fait écraser par une voiture à sa place. Mais Yusuke n'était pas destiné à mourir ce jour-là, et l'enfant devrait s'en sortir sans même son intervention. Il lui est alors donné la possibilité de ressusciter, mais pour cela, il va falloir réussir l'épreuve que lui impose Enma, le juge des portes de l'enfer. Il lui faudra faire éclore un œuf qui déterminera par sa nature bonne ou maléfique s'il est digne ou non de retourner sur Terre. Commence pour lui une série d'aventures accompagnées de Botan, la guide du fleuve Senzu, où il devra s'illustrer et prouver qu'il a sa place dans le monde des vivants. Un classique du genre, un excellent neketsu disposant de toutes les qualités nécessaires pour marquer son époque, ainsi que n'importe quelle génération. On parle d'un manga qui a secoué l'âge d'or du Jump en compagnie des Dragon Ball, Slam Dunk et autres monuments. Yu Hakusho c'est avant tout des combats mythiques mettant en scène des personnages marquants, notamment son héros Yusuke Urameshi qui représente tout ce que j'aime chez un perso, un caractère bien trempé, de l'épaisseur et une classe inqualifiable. Une série souvent copiée mais rarement égalée, à lire absolument, d'autant plus qu'elle a servi également de base à Hunter x Hunter sur bien des points. Hunter x Hunter justement pour conclure cette vidéo en beauté, et m'en voulez pas pour l'attente, c'est pas comme si vous avez pas l'habitude. Bref, un manga que l'on ne présente plus, disponible en 36 tomes chez Kana ou sur ADN avec un somptueux anime de 148 épisodes produit par Madhouse, sans oublier son premier animé datant de 1999 réalisé par Nippon Animation en 62 épisodes. Puisque vous connaissez tous ce bijou et qu'il est de toute façon difficile de résumer le délire, on s'en passera. Hunter x Hunter c'est en quelque sorte un voyage de rêve, une aventure sans limite qui sait constamment rebondir. Chaque arc a la particularité de nous raconter quelque chose de totalement différent avec des thèmes tout autant différents. Pourtant la force de la série réside dans sa manière de garder un fil rouge qui rend le tout cohérent. J'apprécie aussi le fait que l'on ne s'attarde pas sur un protagoniste en particulier, chacun d'eux est mis en lumière et a son moment de gloire, ce qui renforce cet esprit d'aventure et encore une fois, on voyage constamment. Ajoutez à cela le petit côté psychologique entre guillemets qui laisse place à la réflexion avant l'action et un richissime univers d'exploration, cela fait assurément d'Hunter x Hunter une œuvre incontournable.
Avant de mettre un terme à cette vidéo, je préfère préciser que cette sélection a été très difficile à mettre en place tant le Shonen Jump regorge de superbes séries. Je vous invite à faire votre propre sélection dans les commentaires selon les mangas et animes que vous avez lus ou vus. Je rajouterai tout de même quelques mentions spéciales à Saint Seiya, Bastard, Prince of Tennis et Cat Eyes, des mangas que je n'ai pas terminés et qui auraient peut-être eu leur chance dans cette vidéo. Si d'autres mangas ne sont pas cités, c'est que je ne les ai pas encore lus ou que je n'ai pas vraiment accroché, c'est simple. En tout cas, je tiens sincèrement à vous remercier encore une fois pour votre soutien, plus particulièrement ceux qui verront cette vidéo jusqu'au bout malgré sa longueur. Je rappelle au passage que je réserverai des vidéos pour la plupart des séries citées dans cette vidéo, que ce soit sous forme d'ota critique, d'ota break, d'ota perso ou même de vidéos mangaka, ça viendra avec le temps, ne vous en faites pas. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'en reste très fier et bien sûr j'attends plus que jamais vos avis dessus vu le temps que j'y ai passé. Et comme vous avez pu le remarquer, j'étais loin d'exagérer, c'était pas du bullshit. Je vous défie encore de faire votre propre sélection, si vous n'avez pas lu assez de mangas du Jump, ce n'est pas grave, essayez de me faire votre top 10, ce sera déjà bien assez difficile comme ça. Mis à part ça, vous pouvez me soutenir gratuitement sur YouTube en visionnant quelques pubs, me follow sur Twitter ou Insta qui sont un bon complément de YouTube, ou encore rejoindre mon Discord où vous serez bien accueillis. Sur ce, prenez soin de vous, merci encore et à très vite pour de prochaines vidéos. On se reverra!パーティーの主役